Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle semaine sur Nyon Région Télévision. Au sommaire de ce 12 octobre, la suite de notre dossier consacré à McDonald's. En plateau, André Wurgler et Philippe Hausauer, membres du groupe de citoyens à l'origine de la pétition intitulée « Pour une alternative à McDonald's ». En sport, Joël Brunner s'intéresse au hockey et cette fois-ci plus précisément au HC Nyon qui commence plutôt mal sa saison avec une défaite 7-3 face au HC Anivier. En culture, direction le château de Prangin avec une toute nouvelle exposition prêt à jouer. Visite de l'exposition en images. À Gland, le futur McDonald's divise. Les deux pétitions pro et anti-McDonald's sont arrivées à leur terme. Chacune comptabilise plus de 500 signatures. En plateau aujourd'hui, deux membres du collectif de citoyens à l'origine de la pétition intitulée « Pour une alternative à McDonald's ». André Wurgler, bonjour. Merci d'être avec nous également Philippe Hausauer. Merci, merci d'être avec nous. Alors, tout d'abord, quel bilan est-ce que vous tirez de cette initiative et de votre récolte de signatures ? Alors, nous sommes contents parce que nous n'avons pas fait de récolte, par exemple, au marché, à la déchetterie, à la gare. C'est simplement autour de nous. Voilà, donc pour nous, c'est un bon résultat. Un très bon résultat, puisque ces signatures ont été recueillies rapidement, c'est ce que vous nous dites. Concrètement, qu'est-ce que vous lui reprochez à ce McDonald's ? Concrètement, ce qu'on lui reproche principalement, c'est l'engagement que la municipalité a pris pour défendre ce projet. On pense que ce n'est pas le rôle de la municipalité de s'engager pareillement pour ce projet. Et on reproche vraiment à Gilles Davoine que ce soit lui, comme il l'a dit dans les médias, et ses services qui ont vraiment démarché McDo et qui les a mis en contact avec le propriétaire pour qu'ils viennent s'installer. Franchement, ce n'est pas le rôle de la municipalité de s'engager dans cette voie-là pour une multinationale américaine. Donc si je vous comprends bien, vous êtes d'accord que McDonald's soit là, mais vous n'êtes pas d'accord avec la démarche de la municipalité. Il y a une nuance. Oui, il y a une nuance. Disons qu'il est vrai que notre pétition, elle va dans le sens que la municipalité fasse des propositions pour des projets locaux et régionaux. Elle n'est pas en opposition totale à McDonald's. Bien sûr qu'on n'est pas vraiment d'accord avec le principe et même pas du tout d'accord, surtout avec le McDrive, qui va générer un trafic important. Et quant à la nourriture qui est servie dans ce restaurant, on peut quand même dire que au niveau de la diététique, ça laisse quand même un peu songeur, on va dire. Quelques éléments donc quand même contre ce McDonald's. André Wurgler, je crois que vous êtes quand même un peu plus réticent que ça. Bah, c'est-à-dire que c'est un principe qui date du siècle passé. Maintenant, donc, selon vous, McDonald's est has-been. Oui. Vieux jeu. C'est genre, oui. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de réchauffement climatique. On parle de pollution, de déchets qu'il faut éviter, et c'est exactement tout ce que fait une société comme celle-ci. Donc pour nous, une alternative, ce serait plutôt quelque chose de plus naturel et de local. Il y a beaucoup de commerces locaux, il faut les favoriser, et la municipalité devrait plutôt défendre les commerces locaux plutôt qu'une multinationale. Jeudi dernier, l'interpellation de Pascal Cholet et ses consorts a reçu une réponse municipale lors du conseil communal. Voici le résumé en compagnie du municipal en charge de la promotion économique, Gilles Davoine. Le totem, il parlait de 18 mètres, effectivement c'est une erreur, c'était resté comme ça dans l'enquête, mais nous avions déjà, avant même l'interpellation, agi pour dire à McDonald's qu'effectivement ce n'était pas possible, que ça pouvait être que 6 mètres maximum pour égalité de traitement par rapport aux autres enseignes. Au niveau de la circulation, on sait que ça ne représente que 500 véhicules ou 1000 véhicules, parce que c'est des allers-retours, il faut bien le dire, et normalement ils repartent, par jour sur une artère qui n'est pas du tout surchargée à toutes les heures, qui est surchargée à certaines heures et qui ne sont pas celle où le McDo va générer du trafic. Donc, ce n'est pas ça qui va générer un vrai problème. Ce d'autant que 1000 véhicules sur les 24 000 de l'avenue du Mont-Blanc, ce n'est pas non plus quelque chose de très important. Et puis enfin, le littering. McDonald's est la seule entreprise, en tout cas à ma connaissance, qui propose d'emblée une convention littering. Nous avons négocié avec eux, qui permet d'avoir 2 personnes chaque jour, 2 fois par jour, qui vont faire le tour notamment de la forêt environnante et puis d'un périmètre que nous avons nous-mêmes défini.
À noter que la convention pourrait être renouvelée tous les 6 mois. Évidemment, des propos qui ont fait sourire quelque peu nos invités. André Vurgler, vous y étiez à ce conseil. Est-ce que vous êtes satisfait de cette réponse? Non, pas du tout. Parce qu'en fait, c'est comme souvent avec Gilles Dawan, ce sont des grands discours, mais avec peu de contenu réel. C'est un avocat, donc il sait causer, ça c'est évident, mais ça s'arrête là, malheureusement. Et d'ailleurs, il y a une grande contradiction, je ne sais pas si... J'ai l'impression que vous en faites quelque part une attaque personnelle. En partie, parce que c'est lui qui a mené ceci. Alors, bon, la municipalité agit de manière collégiale, c'est clair. Nous n'assistons pas aux séances de la municipalité, donc nous ne pouvons pas dire qui a appuyé ce projet, qui a dit non, ça c'est pas très bien. Mais on sait que lui, en tout cas, il a dit oui. Philippe Haussauer, je vous ai vu notamment réagir au niveau de la circulation. Oui, sur la circulation, franchement, on peut émettre quand même des critiques sur ce qui est dit, parce que déjà, les chiffres qui sont donnés sont souvent pas crédibles. Michael Rohrer a dit dans la presse qu'il n'y avait que 8000 véhicules. Par contre, Thierry Genoux a dit sur votre plateau, il n'y a pas si longtemps, qu'il y avait 18 000 véhicules sur le bas de l'avenue du Mont-Blanc. On a, dans l'opposition à la mise à l'enquête, un dossier, je crois, assez clair de l'association ATE, qui dit que ce genre de commerce qui vient développer le trafic n'est pas du tout en adéquation avec le plan directeur régional. Donc les discours sont assez incohérents, je dois dire, et le trafic sera certainement la principale problématique, sans parler, si vous voulez bien qu'on aborde ce sujet, de la mobilité douce pour accéder à cet endroit. L'ATE, Association des transports et environnement, sachant tout de même que McDonald's essaye de faire un pas en faveur des Glandois, notamment de mettre en place un certain ramassage de déchets, s'occuper du littering. Est-ce que ça ne vous convainc pas? C'est-à-dire que ceux qui viennent au restaurant vont laisser leurs déchets au restaurant. C'est ceux du drive qui vont les mettre ailleurs. Et ce ne sera pas dans le petit... Ce sera quelquefois autour du restaurant, mais ce sera souvent ailleurs. Déjà aujourd'hui, on trouve dans Gland des déchets de McDo. Donc il y en aura d'autant plus dans toute la région. Donc ce n'est pas dans un petit périmètre que cela est suffisant. Pour revenir au nom de votre pétition pour une alternative à McDonald's, concrètement, qu'est-ce que vous proposez comme alternative? Oui, voilà, donc je dirais à partir du moment où la municipalité fait des démarches pour faire venir des commerces, nous, on aimerait des lieux qui aient beaucoup plus de convivialité, des lieux de rencontre entre les gens de la population. Vous savez, on habite, je crois, André et moi, depuis très très longtemps à Gland, depuis les années 60, donc on connaît bien cette commune et on sait qu'elle a besoin qu'on lui donne de l'âme à Gland. Je crois que tout le monde le sait et je ne suis pas sûr qu'en faisant les démarches pour faire venir une multinationale américaine, ça aille dans le bon sens de ce que recherche la population. Donc notre pétition demande, et je pense que la municipalité peut le faire, de mettre en place des projets qui offrent plus de convivialité. Aujourd'hui, le projet est renvoyé au canton et s'il est conforme à la loi, l'exécutif n'aura pas d'autre choix que de donner son feu vert. Quelle sera la suite pour vous, André Vurgler? Alors, le problème, c'est maintenant les oppositions. Elles devront être levées si vraiment ils estiment que le projet est correct. Or, dans la mise à l'enquête, il y a des erreurs. Donc, nous pourrons toujours relever ces erreurs et aller plus loin s'il le faut. Jusqu'où est-ce que vous êtes prêt à aller? Alors ça, ben évidemment, on n'a pas les moyens d'une multinationale, ça on verra, mais il faut faire durer la chose pour montrer qu'il y a une opposition. André Vurgler, Philippe Haussauer, merci beaucoup d'avoir été avec nous, à très bientôt. Merci. Merci. En hockey sur glace, le HC Nyon a retrouvé le chemin de la compétition et on en parle aujourd'hui avec Daniel Blaha et puis Kevin Grand. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous. Salut. Daniel, tu es le président, tu es l'entraîneur, tu es le joueur de l'équipe et vous avez joué donc dimanche, c'était à Anivier, enfin face au HC Anivier à Sierre. Tout à fait. Défaite 7-3, mais est-ce qu'on peut tirer quand même des conclusions positives? Oui, moi j'aime rester positif. C'est clair, c'est notre premier match de la saison. On a bien démarré le match. On a un nouvel effectif avec des nouveaux arrivants, dont Kevin. Les choses se mettent bien en place. On a dominé, on a marqué au début. Après, c'est vrai que ça a changé un petit peu. On a pris quelques pénalités et ça a tourné à l'avantage de nos adversaires. Mais je reste positif. Un bon début de match et un bon début de championnat, même si on n'a pas la victoire à la fin.
Kevin, tu es arrivé du Star Forward, équipe qui évolue en Première Ligue. Là, tu arrives en 3e Ligue. Ça doit changer quelque chose. Au H Seignon, comment ça s'est passé ce premier match? Est-ce que tu es aussi satisfait? Est-ce que tu vois du positif? Beaucoup de positif. Le score ne reflète pas le match pour moi. Moi, j'ai vu qu'il y a une entrée de match qui était forte. Il y a des joueurs il manque peut-être un peu de cohésion au sein de l'équipe. Mais ça se travaille. Et puis, les buts qu'on a encaissés sur la fin, c'est parce qu'on lâche prise. Donc pour moi, 7-3, c'est cher payé. Et je pense qu'on aurait pu... on aurait pu reprendre le travail mental à faire. Ouais, beaucoup de signes encourageants. Bon, on travaille le mental, mais à l'entraînement, il faut travailler aussi de la tactique. Qu'est-ce qui sont les prochains points qu'il faudra travailler offensivement ou défensivement? Écoute, je pense qu'il y a vraiment cette cohésion, cette phase de transition, ces sorties de zone, ce positionnement. C'est vrai qu'on a un effectif qui est un peu plus court cette année, donc on va être amené à jouer avec pas forcément toujours les mêmes lignes, les mêmes joueurs. Donc il va falloir qu'on sache jouer tout le monde avec tout le monde, donc mettre un peu nos standards en place. Mais il y a aussi, franchement, le mental fait beaucoup. Et là, sur le mental, je veux aussi dire que Kevin est notre nouveau capitaine et il amène beaucoup de sérénité dans le vestiaire et sur la glace. Donc je compte aussi sur lui pour poser un peu les bases de cette approche. Au niveau de l'effectif, c'est une quinzaine de joueurs au sein de l'effectif actuellement. Ça serait bien d'être un petit peu plus. D'avoir un réservoir un peu plus grand, ça serait agréable. Ouais. C'est déjà, tu parlais tactique. C'est vrai qu'à l'entraînement, ce qu'on travaille, c'est pas toujours évident. C'est de la 3e ligue. Il faut accepter qu'on a une vie privée, une vie professionnelle qui nous empêche peut-être d'être présents aux entraînements. Mais d'avoir une équipe qui représente l'équipe qu'on a au match, aux entraînements, faciliterait un peu le travail. Ça, c'est un petit peu le challenge. C'est vrai que sur les entraînements, on se retrouve avec 8 jours de la première équipe. Cette année, on a ouvert les entraînements aux autres équipes du club. Et je profite pour dire merci aux gars de la 2e équipe en particulier qui, grâce à eux, on peut faire un entraînement qui tienne la route. Parce que s'entraîner à 8, les joueurs, tu les grilles en une demi-heure. Donc là, ça, c'est important. Ce qui n'aide pas non plus, c'est le fait de ne plus avoir de patinoire vraiment à domicile. Il n'y a plus de patinoire à Perrois. Comment se débrouille maintenant l'équipe ? Écoute, ça c'est vrai. On a connu le bonheur et d'être à la maison pendant 2 ans avec Perrois. C'était vraiment un plus qui nous a permis d'attirer des joueurs, dont notre gardien et d'autres joueurs. Perrois, hélas, c'est une page qui se ferme et qui se tourne. On revient avec nos premiers amours. On est à Morges, notre partenariat depuis des décennies. Et le match, c'est le dimanche soir. Le match, c'est le dimanche soir à Morges principalement. Et on a réussi à rentrer à Lausanne, à la Vaudoise Arena, et qui va nous permettre d'avoir des entraînements réguliers. Voilà, et l'équipe, elle va continuer sur sa lancée en 3e ligue. Cette année, le capitaine, quel est l'objectif? Est-ce qu'il a fixé à l'équipe? On n'en a pas encore parlé. Le capitaine a été décidé hier. Il faut qu'on en décide entre nous. Mais alors, je vais plutôt demander au président et coach. Mais écoute, l'année dernière, on a fait une belle saison. On a gagné pratiquement 50% de nos matchs. Je pense que c'est vraiment l'objectif, de gagner un maximum de matchs. Je dirais 1 sur 2, ça sera pas mal. C'est vrai que chaque année, on découvre un petit peu les effectifs des équipes, principalement genevoises et lausannoises, qui sont toujours renforcés par des changements et des récupérations de joueurs sur place. Donc, il faut laisser passer le premier tour pour vraiment pouvoir jauger des forces en place. Et l'équipe peut se permettre de rêver avec son nouveau logo. Daniel, tu as fait partie de la création de ce logo. Oui. Explique-nous un peu, raconte-nous l'histoire qui se cache. Écoute, on a un nouveau comité depuis 2 ans en place et on voulait marquer le coup et donner un petit coup de jeune, même s'il y a un côté vintage NHL. Et on voulait marquer les esprits et avoir un peu des merchandising pour nos joueurs. Il y a beaucoup de joueurs qui aimeraient avoir des t-shirts, il y a une vraie appartenance au club. Donc on a créé ce nouveau logo avec l'aide d'un ami, d'un designer. Et voilà, donc tu en as la primeur, tu vas pouvoir porter fièrement la casquette du H Seignon. Je le ferai d'ici quelques instants pour la conclusion. On va peut-être finir par aborder la vie du club, parce que ce n'est pas que la première équipe du H Seignon, c'est toute une école de hockey, c'est le patinage qui marche aussi très bien. Et il y a une bonne nouvelle qui vient de tomber. La bonne nouvelle, c'est vrai qu'on vit une situation complètement folle et terrible avec ce Covid. La bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir assurer la saison, école de hockey, école de patinage. On va démarrage pour les parents le 7 novembre. On sera sur la glace avec tous nos entraîneurs, en partenariat avec patinoire.ch et la ville de Nyon. On va pouvoir assurer la saison. Bien sûr, on va mettre en place toutes les recommandations sanitaires. C'est vrai que ça demande du travail au sein du comité et avec les intervenants, mais on va pouvoir accueillir pratiquement 200 enfants cet hiver. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour tout le monde. Bonne nouvelle pour tout le monde, bonne nouvelle pour le club. On va finir avec toi, Kevin. Dernière question et je vais mettre ma casquette pour l'honneur. Voilà, exactement. H Seignon, c'est le prochain match, c'est mercredi, face à Genève, Académique Unie. Il faudra faire un petit peu mieux. Ça va être difficile, mais l'équipe a les moyens.
Ouais, je pense que ça va être important, c'est de se recentrer un peu sur notre jeu, de ne pas se laisser absorber dans les émotions ou dans la frustration, parce que début de saison, on a encore des gestes maladroits, on ne se trouve pas, et puis je crois que c'est ça qui a pris le dessus la dernière fois. Donc si on se concentre là-dessus, je pense que Genève a du souci à se faire. Ouais. Et Daniel ne pourra qu'acquiescer. En tout cas, merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup. Regardez bien ce logo, puisqu'on va en parler encore assez longtemps. On se retrouve tout bientôt au bord d'une patinoire. Et promis, j'aurai ma casquette. Merci, messieurs. Avec grand plaisir. Merci à toi. Le château de Prangin dépoussière son sous-sol et présente une toute nouvelle exposition pour les familles. Sous la forme d'un jeu de rôle prêt à partir, met en scène les voyages au travers des moyens de transport du XVIIIe ou XXe siècle. Visite en images. Exposition jeu, ce qui est très novateur. Dans l'idée, elle s'intitule Prêt à partir. Donc on comprend tout de suite qu'on va faire un voyage en tant que visiteur-joueur. En fait, le joueur va avoir un audio guide à sa disposition. Vous avez différents personnages qui vous seront donnés et vous incarnez ce personnage. Et avec l'audio guide, vous entendez des bruits. C'est bien sûr des comédiens qui ont enregistré tous ces textes. Et les textes ont donc été écrits par Eugène, peut-être certains le connaissent comme écrivain lausannois. C'était un vrai plaisir de se plonger dans cette époque, entre 1750 et 1900. Et puis le challenge était fou parce qu'il fallait écrire des histoires en arborescence. Et là, c'est une expo dont vous êtes le héros. Et pour de vrai, on peut se promener, puis on change de salle, on doit trouver des objets, enquêter. Chacun de nous est familier au jeu. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui peut réunir aussi plusieurs générations. Et puis, on peut en fait s'instruire en s'amusant. C'était un peu une devise du 18e, mais très valable de nos jours. Et je pense que si la personne est plus participative, elle retient mieux, elle observe mieux les objets. Paradoxalement, quand on voyage, on se déplace, mais en même temps, il y a des lieux d'attente en fait, qui sont des passages obligés de tout voyage. Et on s'est dit, si on partait de ces lieux d'attente pour vivre l'expérience, donc vous avez un embarcadère, un quai de gare, une station de funiculaire, et puis finalement une écurie. Ça nous renvoie plus au XVIIIe siècle. La Suisse était un pays très, très visité, alors, au XVIIIe siècle par les gens plutôt aisés, mais après il y a eu un développement très très fort et forcément en concomitant, si je puis dire, les moyens de transport se sont développés parce qu'il y avait une demande en fait touristique. Donc les bateaux à vapeur, on a tous l'image du lac Léman avec un beau bateau à vapeur qui sillonne tranquillement ces eaux calmes du lac. L'embarcadère avec un kiosque à souvenirs, on y tenait parce qu'il y avait en fait à l'époque justement vers ces lieux d'embarquement des kiosques où on réunissait tous les objets un peu phares de la Suisse, des jeux sur les voyages en Suisse ou également ces assiettes et ces verres souvenirs que les touristes adoraient ramener de Suisse. Chez nous, on a des montagnes, donc il faut bien les gravir. Et l'idée du funiculaire, donc c'est un système de câbles, un peu comme un ascenseur. Donc il y a eu les funiculaires et les trains à crémaillère qui sont vraiment une belle invention suisse et pour pouvoir permettre à ces Anglais d'aller découvrir les sommets dans des hôtels évidemment de luxe. Il leur faut leur confort. Donc on a voulu expliquer ça aux enfants, comment fonctionnait un funiculaire et puis mettre en scène des vues panoramiques avec par exemple le Rigi et surtout Caux, l'hôtel de Caux, les hôtels de Caux bien connus et qui ont vu justement, vous avez derrière mon dos une belle vue du Territeg Lyon, ce fameux funiculaire qui conduisait tous ces Anglais sur les hauteurs. L'écurie, ça nous ramène plus au XVIIIe siècle. On a eu la chance en 2003 de recevoir un don exceptionnel, c'est-à-dire le don d'une berline. C'est une voiture de luxe tirée par en tout cas 4 chevaux provenant de la famille Pictet. Et puis on s'est dit, on trouvait qu'elle n'était pas peut-être assez mise en valeur. Donc pourquoi pas la mettre en scène dans une écurie avec des chevaux. On a eu la chance de pouvoir collaborer avec un taxidermiste, monsieur Schneider. Il a réussi à cet exploit incroyable de faire des chevaux de type mecklenbourgeois, c'est-à-dire Mecklenburg, c'est en Allemagne, donc très très puissant de torse. Et puis il a fait ça avec la résine et des moules en silicone, tout ça pour montrer aussi quand même une certaine puissance sociale. C'est spécial, c'est juste avant l'inauguration, je découvre en fait la scénographie.
Et je suis venu avec mon petit garçon qui découvre aussi, c'est maintenant, je lui disais depuis des mois que je travaille dans un château. Et maintenant, il voit où c'est le château et je lui ai parlé de la calèche, je lui ai parlé des grands chevaux qui seront là. Ça a l'air de le fasciner. C'est fait pour la famille. Allons-y tous. C'est tout pour la quotidienne du 12 octobre. On se retrouve demain. Bonne suite de programmes sur Nyon Région Télévision.